Bonjour! Je ne sais pas vous, mais pour ma part, il y a des genres littéraires que je n'aime pas lire. C'est par goût, mais je me suis dit qu'il pouvait être intéressant d'aller un petit peu au-delà de ça et de chercher s'il y avait tout de même des livres que j'aimais dans les genres que je n'aimais pas. Parce que j'avais envie de montrer que même lorsque de base nous ne sommes pas amateurs ou amatrices d'un genre, on peut tout de même trouver de bons ouvrages, des ouvrages qui nous conviennent, qui nous plaisent, la lumière dans l'obscurité, tout ça. En premier, j'avais envie de parler d'autofiction. C'est un genre que je n'apprécie vraiment pas, que je trouve extrêmement autocentré. C'est un petit peu l'idée, vous me direz. De quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement d'un récit autobiographique auquel on ajoute de la fiction, auquel l'auteur, qui est le narrateur, voilà, qui est le personnage principal, qui est la personne concernée par le récit, ajoute de la fiction. J'ai beaucoup de mal avec le fait de mélanger la fiction et l'autobiographie, à quelques exceptions près. Je trouve ça généralement un petit peu prétentieux. Lorsqu'on entre vraiment dans le genre de l'autofiction, ça tourne très souvent autour de l'auteur qui cherche plus à se lire qu'à écrire sur lui. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ça, la différence que l'on perçoit en fait nous en tant que lecteurs lorsqu'on ressent ça. Et je déteste avoir cette sensation. C'est-à-dire que le rôle de lecteur, de lectrice et celui d'écrivain, d'écrivaine est complètement différent. Et dans l'autofiction, je trouve que ça a tendance à un petit peu se mélanger. Et je n'aime pas quand la personne qui écrit se met à lire son histoire, parce que ce n'est pas son rôle. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas encore lu Colette, parce que il me semble qu'elle est l'une des figures de l'autofiction et j'ai tellement peur d'être déçue à ce sujet que c'est vrai que je retarde un petit peu le moment de ma lecture. En revanche, l'un des ouvrages d'autofiction que j'adore, ça fait vraiment partie des livres qui ont marqué ma vie, W ou Le Souvenir d'enfance de Georges Perec. C'est un ouvrage absolument merveilleux, aussi bien sur le fond que sur la forme. J'en ai parlé il y a peut-être 5 ans. C'est un double récit imbriqué. Un chapitre sur 2, on suit le récit autobiographique où Georges Perec raconte principalement son enfance pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment le fait qu'il ait été élevé par sa tante, sans ses parents. Et le second récit est une fiction qu'il a inventé étant enfant et donc repris une fois adulte sur une île utopique où sont organisés des Jeux Olympiques. Alors pris comme ça, les deux sujets ont l'air complètement opposés, absolument pas liés, mais par un travail à nouveau à la fois sur le fond et sur la forme, j'y reviens, on voit à quel point ces récits s'imbriquent les uns les autres et c'est fait de manière magistrale. La fin est époustouflante. On ne comprend pas vraiment au début où est-ce que ça nous mène. Pourquoi créer une utopie? Quel est le lien avec ce petit garçon? Et au fur et à mesure, on sent et on voit où ça mène, mais sans toutefois saisir clairement de quoi il est question. D'ailleurs, je pose ça tout de suite, si vous ne connaissez pas la vie de Georges Perec, n'allez rien lire sur lui. Lancez-vous dans cet ouvrage, parce que bien évidemment, si on connaît un peu sa vie, on peut percevoir quels seront certains thèmes ou du moins certaines idées. Voilà. Si vous ne connaissez rien sur Perec, allez-y, jetez-vous sur ce livre. La surprise n'en sera que meilleure, j'ai envie de dire. C'est un ouvrage qui est profondément bouleversant. Il est terrible. Il parle de Seconde Guerre mondiale, parce que c'est à ce moment-là qu'il était enfant. Donc bien entendu, ce sont des événements qui sont traumatisants pour lui et également pour nous. Il m'est clairement impossible de parler correctement de cet ouvrage sans s'en dévoiler toute l'intrigue. Donc, souffrez que j'en parle maladroitement. Je ne peux pas vous enlever le plaisir de la découverte, même si c'est un plaisir qui est terrible, parce qu'il y a une chute absolument foudroyante et abominable. Mais cette sensation d'être transporté en tant que lecteur, d'être berné même, est extrêmement satisfaisante. Parce qu'il y a tout ce travail, comme je l'ai dit, sur le fond, mais également sur la forme. Le travail sur la forme va également mener à d'autres questionnements, sur notamment l'autofiction en elle-même, sur le rôle de la mémoire. Est-ce qu'on peut écrire des souvenirs? Est-ce qu'on peut écrire son autobiographie sans intégrer du récit dedans, sans intégrer une interprétation?
il est évident que l'on réécrit quelque peu son histoire. Il y a tous ces questionnements qui se retrouvent dans cet ouvrage. De manière générale, ça se retrouve lorsqu'on parle d'autofiction, mais là, Pérec a l'intelligence, peut-être l'humilité, je ne sais pas trop, vraiment d'essayer de se mettre lui en retrait pour faire passer ce message, ce que l'on ne retrouve pas dans beaucoup d'ouvrages d'autofiction. Je pense à Dubec BD, clairement, non, il n'y a pas de réflexion autre que sur lui. Mais bon, c'est vraiment un des ouvrages qui me fait apprécier ce genre. Ce qui est étrange, c'est que j'aime plutôt l'exogenre, donc le fait de lier la biographie avec la fiction, mais l'autofiction pour moi est plus compliqué, un petit peu bizarre. Un autre genre avec lequel j'ai beaucoup de mal, ce sont tout simplement, et c'est très lié, les autobiographies qui prennent toute la vie d'une personne. Bien entendu, tout le monde peut avoir vraiment un événement qui est intéressant et même le voir durer sur plusieurs années, ça peut être intéressant, mais c'est lié à cet événement. Mais de manière générale, je ne trouve pas que la vie des gens soit suffisamment intéressante pour raconter pendant tout un livre sa vie. Déjà, je trouve ça un petit peu arrogant. Et en plus, généralement, c'est pas si intéressant que ça. En revanche, j'ai adoré Une vie de Simone Veil. C'est un classique, je sais, de l'autobiographie, mais pour le coup, navré de cette expression, elle a une vie extraordinaire du début à la fin. On pourrait croire qu'elle allait, par exemple, seulement s'attacher à son expérience dans les camps, ce qui est déjà amplement suffisant en fait comme sujet d'écriture, même sujet d'étude. Mais non, toute sa vie a toujours été encore plus et encore plus intéressant. Il y a sa vie de femme, sa vie de magistrate, sa vie en politique. Et toutes ces étapes ont été marquées par des dates très fondatrices, très importantes. L'IVG, le fait d'être magistrate. Personnellement, je me suis énormément identifiée à Simone Veil lorsque j'étais plus jeune. Je me reconnaissais énormément en elle. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai toujours su en fait que je serais magistrate, et bien que je ne sois pas d'accord avec toutes ces prises de position, notamment politiques, notamment les dernières, j'ai beaucoup de respect pour Simone Veil, pour la personne qu'elle était, pour son histoire, pour sa vie. Elle la raconte magistralement bien, avec beaucoup de finesse, de sobriété dans cette autobiographie. Je la possède en livre et je l'ai également écoutée en audiobook. Il me semble qu'elle récite le premier chapitre. C'était très dur. La partie sur les camps a été très difficile. La manière dont elle aborde ce sujet est intéressant, dont elle parle de sa famille, des femmes de sa famille qui sont parties avec elle. Et c'est une personne d'une telle force de vie en fait. Elle avait une telle rage de vivre, pour reprendre l'expression. Le livre mérite vraiment la lecture. Honnêtement, c'est un livre qui est important parce qu'il parle à la fois d'une vie, à la fois d'une femme, mais aussi d'une époque, de plusieurs époques même. Et quelles années et quelles époques même. Ensuite, un autre genre, c'est d'ailleurs le livre qui m'a donné l'idée et l'envie de faire cette vidéo, dans un genre un petit peu particulier qui est la BD, le roman graphique jeunesse pour adolescents. J'en lis extrêmement peu, en fait je crois que j'en lis pas du tout. Il n'y a que Pénélope Bagieux que je lis, sinon je n'en lis pas, ça ne m'intéresse pas vraiment, je n'ai pas l'impression d'être la cible et en fait je ne suis pas vraiment forcée d'en lire, ça ne me dérange pas de ne pas en lire. Généralement je trouve que ça reste un petit peu en surface, ce qui est normal, hein. On écrit pour le public approprié. Personnellement ça ne me suffit pas. Mais hier j'ai dévoré d'un coup les 300 pages je crois de Sur la route de l'Ouest de Tillie Walden, est une autrice dessinatrice américaine, une jeune, hein, il me semble elle n'a même pas 25 ans, et ça m'a tellement touchée. J'ai été à la fois émue de ce que je lisais et aussi émue de voir que ça y est, qu'il y a vraiment des gens qui parlent aux jeunes, aux enfants de la bonne façon, qui parlent de sujets très importants et qui en parlent bien et qui arrivent à lier à la fois l'esthétique du roman graphique et l'importance du message de l'histoire. Ici, il s'agit assez classiquement d'un road trip entre deux femmes qui n'ont pas le même âge, l'une a 18 ans, l'autre a 27, il me semble, qui quittent leur ville pour des raisons différentes. L'une est notamment en plein deuil, hein, bon, on le découvre très rapidement, hein, et l'autre a ses raisons que l'on verra au fur et à mesure. Elles rencontrent sur leur chemin un chat qu'elles vont appeler Diamond, qui va un petit peu changer leur voyage
et leur vie. Dit comme ça a l'air un petit peu simple et vide. Ça ne l'est pas. C'est un récit extrêmement poétique, extrêmement nostalgique aussi. J'ai fini en pleurs à de nombreux moments parce que c'est une expérience. C'est généralement ce qu'on recherche dans un voyage, plus l'expérience du trajet que vraiment la finalité et le point d'arrivée. On mélange un petit peu les genres dans cet ouvrage. C'est un petit peu fantastique et en même temps c'est terriblement ancré dans la réalité. C'est superbe, graphiquement c'est magnifique. Il y a des pages qui forment un dessin complet par exemple, tout en ayant chaque bulle elle-même propre. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment très intéressant sur le plan du dessin, sur le plan des couleurs. On a l'impression d'être dans un rêve. Et en même temps, il y a ces discours et ces propos qui sont tellement concrets, tellement d'actualité. Et je suis ravie que de tels ouvrages paraissent, soient publiés. Je pense que cette autrice aura très rapidement de grandes récompenses. Elle le mérite tellement, c'était magnifique, c'était merveilleux. Je suis ravie d'être tombée complètement par hasard dessus. Je n'ai vraiment pas été déçue du voyage. Elle est assez épaisse et pourtant elle se lit très vite. J'ai tendance à lire trop vite les bandes dessinées et tout ce qui est graphique. Je ne prends pas suffisamment le temps d'observer, mais je voulais tellement continuer à ressentir ce que je ressentais avec ces femmes. C'était vraiment puissant, c'était vraiment bon et ça m'a vraiment réveillée sur le fait d'étendre ma frénésie de lecture à plus de genres, notamment les genres avec lesquels je suis un peu récalcitrante. Pour rester un peu dans la jeunesse, je n'aime pas la fantasy young adult, la fantasy jeunesse, tout simplement parce que j'adore la fantasy, je suis une grande lectrice de fantasy, j'en ai lu toute ma vie je crois, et ce que j'aime dans la fantasy est ce qui est enlevé généralement dans la fantasy young adult. J'adore les descriptions, j'adore savoir ce que les gens mangent, comment ils sont habillés, c'est pour ça que j'adore Balzac par exemple. Généralement c'est ça que l'on retire dans la fantasy jeunesse, on retire un peu de tout ce qui est trop littéraire, trop descriptif, on reste beaucoup plus sur l'action, même si celle-ci est bien, il n'y a aucun souci avec ça. J'aime beaucoup la fantasy quand je peux partir dans un monde, lire pendant des centaines et des centaines de pages et rester dans ce monde. Et j'ai tendance à être toujours un peu frustrée lorsque je lis de la fantasy jeunesse, parce que ça manque de profondeur, que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'écriture même, ou dans les personnages. Et j'ai besoin d'être portée, j'ai besoin d'être tirée, voire d'être manipulée par l'écrivaine ou l'écrivain. Or, il y a quelques années, j'ai lu une saga de fantasy jeunesse qui m'avait énormément plu. Et je pense que j'en avais parlé déjà à l'époque. Il s'agit de, alors en français, La Reine du Tirling d'Erika Johansson, qui m'avait particulièrement surprise. Je l'avais ouvert en me disant tiens ça va être une petite lecture divertissante entre deux romans un peu plus conséquents. Et j'ai enchaîné les 2 premiers tomes, il me semble que les 2 premiers tomes étaient sortis à l'époque. Et ça avait été fascinant. La trame de départ est assez classique. On suit Kelsey, une jeune femme de 19 ans, héritière du trône, parce que quoi d'autre, qui a été mise à l'écart par sa mère pour être protégée dès la naissance, son oncle étant le régent pendant ce temps-là. Donc elle a été élevée à part de la cour, elle a été protégée. À ses 19 ans, il est venu le temps pour elle de revenir et prendre sa place sur le trône. Ce qui ne va pas être une mince affaire, parce que son oncle s'est bien entendu très attaché à sa position, que le royaume est en guerre, tractation, relation avec la Reine Rouge d'un autre pays, et qu'il faut gérer tout cet aspect à la fois de politique interne, mais également de politique externe. Ça, c'est, on va dire, la trame classique du résumé du premier livre. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'on va bien au-delà de cette trame classique. J'ai été extrêmement surprise de la façon dont ça évoluer. Alors, il y a des points que je n'apprécie pas dans ce livre, notamment le fait classique, et c'est d'ailleurs quelque chose que je reproche à la jeunesse à certains moments, le fait qu'on lit beauté et importance, elle commence en étant moins jolie que ce qu'elle devient, et à partir du moment où elle commence à devenir jolie, on lui accorde plus d'importance. Ça, non, on n'a plus envie de lire ça. Dans la vieille fantasy, ok, bon, c'est écrit
On accepte, mais voilà, là, ce qui est écrit récemment, on n'a pas forcément envie d'avoir de tels clichés, et ça devient même des écueils, malheureusement. Mais en dehors de ça, il y a des éléments qui sont extrêmement intéressants. La plume est très dynamique, l'univers très construit, c'est vraiment ce que j'ai préféré. Et le tome 2 est magistral. Il y a généralement peu de tomes 2 qui soient aussi bons. Bon, peut-être les 2 tours. Seigneur des Anneaux, qui est presque meilleur que le premier. Mais généralement, les tomes 2 ne sont pas meilleurs que le premier tome. Là, c'est le cas. Parce qu'on commence à changer un petit peu tout ce qu'on a connu dans le premier tome, quitte à changer aussi de genre littéraire, tout simplement. Et ça, c'est une petite claque que l'on se prend, notamment en fin d'ouvrage, auquel on ne s'attend pas. Enfin, personnellement, je ne m'attendais pas du tout à voir ça dans de la fantasy jeunesse, mais vraiment pas. Je n'ai pas lu le 3e tome, j'ai vu qu'il était un petit peu moins bon, mais rien que pour ce second tome, ça m'a vraiment motivée à découvrir plus de meilleures fantasy jeunesse. J'ai l'intention de lire Le Prieuré de l'Oranger, qui est de la fantasy jeunesse, presque adulte, je crois, qui a priori a de très bons avis, ce qui m'encourage encore plus. Là, il y a un autre livre de fantasy jeunesse que j'ai beaucoup aimé. Il est censé être dans adulte, mais moi je trouve que c'est encore un peu à la limite des deux. C'était le premier tome de Manon Fargueton, L'héritier des rois passeurs ou Les héritiers des rois passeurs. Je n'ai lu que le tome 1, je n'ai pas lu le tome 2 qui a priori est encore meilleur et peut-être un petit peu plus adulte à voir. C'est une autrice qui écrit majoritairement de la littérature jeunesse. Là, elle s'est essayée dans un genre plus adulte, ça se voit. J'ai adoré ce roman. Je trouve qu'elle a vraiment maîtrisé tous les codes de la fantasy et qu'elle a même réinventé beaucoup de codes, beaucoup de clichés avec lesquels elle a joué, tout en apportant beaucoup de modernité, de diversité aussi. Les héroïnes, ce sont des héroïnes principalement, sont vraiment intéressantes, pleines de combativité. Ça fait vraiment du bien de lire ça. Mais c'est vrai que je ne le classe pas complètement dans de l'adulte, même si de toute évidence les personnages sont adultes. Je ne sais pas, il me manquait une toute petite touche, un peu plus de densité peut-être, ce que j'ai des chances de retrouver dans le tome 2. C'est pas vraiment un tome 2, c'est pas une suite directe. Ce sont des livres qui se passent dans le même univers. Un autre ouvrage dont je vous ai parlé récemment était Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo, que je peux classer personnellement dans, étrangement, de la poésie. Alors la poésie est un genre que j'ai beaucoup de mal à lire, que je n'apprécie pas particulièrement parce que je n'ai pas l'impression d'être suffisamment lettrée, suffisamment cultivée pour bien saisir toutes les subtilités de la poésie, que cela soit sur le fond ou sur la forme, notamment sur la forme d'ailleurs. Mais Delbo, dans ses ouvrages, propose des poésies, ce qui m'a complètement subjuguée. Je n'ai pas du tout eu l'impression d'être en train de lire de la poésie, et là j'ai l'impression d'être dans du Molière, à expliquer que je lis de la poésie sans avoir l'impression d'en lire, hein. La prose, tout ça, que je suis drôle. Ça reste un témoignage, mais je trouve qu'elle donne l'impression d'un grand poème, en fait, tout le long de son ouvrage. Donc je pense qu'on pourrait presque l'inclure dans le genre de la poésie. Ça fait donc de cet ouvrage un ouvrage de poésie qui m'a subjuguée, qui m'a touchée, que j'ai compris, du moins en partie. Est-ce qu'on comprend toujours à 100% la poésie ? Je ne suis pas certaine. Pour le dernier genre, j'ai vraiment essayé de trouver le genre que je déteste le plus, c'est-à-dire les livres de développement personnel. Je ne supporte pas ça. Je n'aime pas cette pression de la performance, cette pression d'être meilleur, parce que même si on vous dit c'est pour être mieux et son bien-être, mais rien que le fait de nous dire qu'il faut être mieux et qu'il faut être au mieux de sa forme, qu'il faut vivre sa meilleure vie et autres, c'est une pression que l'on impose aux gens et je n'aime pas ça. Ça ne m'intéresse pas d'avoir les 10 astuces pour bien réussir dans la vie, horrible. J'ai essayé de voir si j'avais lu un livre de développement personnel que j'avais aimé. Le problème, c'est que je n'en lis pas, je déteste ça, mais j'ai trouvé un livre qui pouvait éventuellement s'en rapprocher un petit peu, ou du moins qui laissait un peu réfléchir sur soi, sur notre espèce, ce genre de choses. C'est Quand les animaux et les végétaux nous inspirent d'Emmanuelle Puydebas, qui est une directrice de recherche au CNRS, une spécialiste du comportement
il me semble. Elle propose ici un ouvrage, comme le titre l'indique, expliquant l'importance de s'inspirer de la nature, du vivant, des animaux et des végétaux pour s'améliorer. Elle montre notamment des exemples concrets montrant à quel point l'être humain s'est inspiré des animaux ou des végétaux pour s'améliorer, notamment sur le plan des technologies. L'un des exemples le plus facilement mis en avant est la construction des TGV japonais, qui sont inspirés en fait physiquement, parce qu'ils ont une sorte de bec comme ça du martin-pêcheur. Le martin-pêcheur, cet oiseau qui file à 80 km/h dans l'eau pour attraper un poisson et ressortir immédiatement sans faire de choc lorsqu'il plonge dans l'eau. Les Japonais se sont inspirés de cet animal pour créer leur propre TGV qui vont à 350 km/h. Est-ce à dire que c'est un livre de développement personnel? Pas vraiment, je triche. Ça me permet de parler d'un livre que j'ai trouvé très agréable, très facile à lire et en même temps très complet. Il y a beaucoup d'informations, on découvre plein de choses. Ça fait partie du genre de livre que vous pouvez offrir à vos parents, à vos grands-parents, s'ils s'intéressent à tout ce qui est nature. Il y avait aussi, dans le même genre, un livre sur les arbres qu'un forestier allemand avait publié. C'est La vie des arbres ou quelque chose comme ça. L'auteur explique comment les arbres vivent, explique qu'ils communiquent entre eux, notamment par les racines, la manière dont ils se défendent, dont ils parlent, dont ils vivent, et à quel point nous sommes assez proches d'une certaine manière, sans tomber dans l'anthropomorphisme, bien entendu, parce qu'il ne s'agit pas de ça, même si on est toujours évidemment presque obligé de le faire, hein, c'est notre manière d'être, hein. Les êtres humains, on se croit supérieurs à tout. Je pense que voilà, on mourra comme ça, hein. C'est d'ailleurs probablement ce qui nous tuera. Bref. À mon sens, si je devais lire des livres voilà, un petit peu spirituels ou qui font réfléchir, qui motivent à aller de l'avant ou autre, comme semble être le but des livres de développement personnel, ce sont plus ce style de livre vers lequel je me penche. Des livres généralement plus centrés sur la nature et où en tant qu'humain on peut chercher des inspirations. J'espère que c'est compréhensible. Je pense être venue à la fin des livres que j'avais envie de présenter dans le genre que je n'aimais pas, parce que de manière générale j'aime tout de même beaucoup de genres littéraires. Il est très important pour moi de lire beaucoup et de tout. Sinon j'ai l'impression de manquer un petit peu d'informations dans toutes les situations et j'ai besoin vraiment d'être rassasiée sur tous les plans. Quels sont vous les livres que vous aimez, des genres que vous n'aimez pas? Est-ce que vous avez lu les livres que j'ai proposés? N'hésitez vraiment pas à partager dans les commentaires quels sont vos avis à ce sujet. Je vous souhaite une bonne fin de journée et de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir!